de carrière, de gestion de du développement de vos propres compétences. Et puis, on est là avec des coachs, donc qui sont des coachs, des personnes expertes, énormément expérimentées dans le domaine du développement personnel, des personnes qui ont eu des carrières exceptionnelles. Donc, ce soir, avec nous, nous allons avoir Kadia Moisson, qui est directrice du développement Afrique pour le cabinet de recrutement et de chasseur de tête Alexander Grant. Nous allons avoir aussi avec nous Anna Dior Biali, Ngali, donc, qui est directrice des ressources humaines à la BISEC au Cameroun. Et nous allons avoir avec nous aussi Ramada Ndiaye, qui est économiste et qui a été directrice générale adjointe au ministère de l'économie et du plan au Tchad. Donc, je vais demander à mes invités de bien vouloir se présenter et puis on pourra démarrer. Allô, Kadia? Oui, bonjour Amine. Bonjour Anna et Ramada. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous. Très rapidement, comme tu l'as si bien dit, Amine, je suis une professionnelle des ressources humaines et la question du développement et de la gestion de carrière est bien sûr un sujet très intéressant puisque c'est des questions qu'on se pose tout au long de notre vie finalement. Donc, très heureuse de participer à ces échanges. Anna? Anna, tu m'entends? Oui, bonsoir Amine, bonsoir mesdames et bonsoir à toute l'audience. Donc, je suis Anna Biangali, donc comme Amine l'a dit, je suis camerounaise, donc professionnelle des ressources humaines également, passionnée par mon métier et par toutes les questions de développement personnel, d'accompagnement, en particulier des femmes et des jeunes. Donc, très heureuse d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager. Merci, Anna. Ramada? Oui, bonjour. Bonjour, Amine. Bonjour, Kadia et Anna. Je suis heureuse de me joindre à vous pour cet échange. Je tiens à remercier Amine pour avoir créé donc cette tribune qui nous permet d'échanger avec les internautes que je salue d'ailleurs. Bonsoir à tous et donc au plaisir de commencer nos échanges sur le thème du jour qui est le développement professionnel et la carrière. Merci. Alors, je voudrais vous remercier toutes les trois, mesdames, d'avoir pris sur votre temps. Je sais que vous êtes extrêmement occupées, mais quand je vous ai demandé de venir partager avec les plus jeunes, avec les femmes, votre expérience, afin que ça puisse les inspirer, vous aviez toutes très aimablement accepté cette invitation. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Je vais commencer directement par Kadia. Kadia, j'aimerais te demander tout au long de ta carrière en tant que recruteur, ta carrière en tant que responsable des ressources humaines, en tant que DRH dans le milieu multinational, quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face, d'abord en tant que jeune professionnelle et puis ensuite en tant que femme? Nous avons perdu Kadia. Allô? Alors, nous avons perdu. Vas-y. Voilà, donc merci pour cette question. Tout d'abord, quand on parle de gestion des carrières et de développement, il faut avoir à l'esprit qu'il peut y avoir différentes approches. En tant que de culture, on va dire, africaine et professionnelle latine, souvent la gestion des carrières pour des DRH ou des responsables professionnels des ressources humaines que nous sommes, souvent quand nous avons un salarié, un collaborateur face à nous, souvent on a eu l'expérience que tous les sujets de comment je développe ma carrière étaient souvent régis par le chef du personnel. C'est-à-dire que c'était une approche assez descendante. Les politiques étaient gérées au niveau
global et l'individu n'était pas finalement acteur de son changement. Donc, la gestion de carrière est une approche assez anglo-saxonne, donc qui s'est un peu instaurée dans les mindsets occidentaux pour permettre aussi à un individu d'être acteur de sa carrière. Donc ça, c'est la première chose, cette différence d'approche en fonction des cultures. Pour en revenir à ma situation et aussi à des cas que j'ai pu rencontrer, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire, comment j'évolue dans mon poste actuel, est-ce que je suis bien à ce poste-là, etc. Donc, ce sont des questions qu'on se pose finalement tout au long de notre vie. Il existe aujourd'hui au sein des départements des ressources humaines des outils, des méthodes pour, je pense par exemple à l'entretien d'évaluation annuel qui permet à un collaborateur finalement de faire une pause avec son employeur pour discuter de quelle est sa situation aujourd'hui, comment il se voit demain, quels sont les besoins de formation qu'il peut avoir, est-ce qu'il est bien à son poste, etc. Donc c'est un certain nombre de questions qui se posent aux collaborateurs. Et moi, quand je vois ma carrière, enfin, je suis en toute humilité, c'est des questions que je me suis posées parce qu'on a tous, je pense, comment on va dire, un but, une ambition dans la vie. Quand on est dans une entreprise, on aspire à arriver à un certain niveau, donc on va essayer de se donner les moyens pour les atteindre. D'accord. Mais voilà déjà pour. Voilà. Kadia, juste, mais quand tu as démarré en tant que jeune professionnel, est-ce que tu peux donner une ou deux ou trois difficultés auxquelles tu as dû faire face? Oui, alors quand on démarre, en tant que, au départ, moi je dirais que je suis arrivée un peu par hasard dans les ressources humaines. Sortant de mes études de droit, quand vous êtes jeune, en général, vous ne savez pas trop, pour la plupart des jeunes, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. On a fait des études, etc., mais on n'imagine pas le poste finalement qu'on va occuper. Donc, pour ma part, sortant, je suis un peu venue par hasard dans les ressources humaines. Je suis rentrée d'une entreprise hollandaise de service c'était un call center à Paris. Et je n'imaginais pas que j'allais un jour travailler dans le département des ressources humaines de cette entreprise. Donc, avec mon bagage, mon diplôme, mon bagage intellectuel, j'ai fait en sorte d'être remarquée par le DRH de cette entreprise et par la directrice comptable à l'époque où l'entreprise réfléchissait à la possibilité de mettre en place un département des ressources humaines. Donc, j'ai postulé, j'ai fait preuve d'audace, parce que ça aussi, c'est un élément qui est très important pour les jeunes, oser pousser les portes, oser saisir les opportunités. Donc, je dirais que j'ai saisi une opportunité, car je savais qu'un département des ressources humaines allait se créer dans cette entreprise, où je suis rentrée toute jeune comme simple assistante d'accueil. Mais en étant à l'écoute des autres, en étant impliquée dans la vie de l'entreprise, j'ai saisi une opportunité qui s'est offerte à moi. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le département des ressources humaines. Alors après, j'ai gravi les échelons. Je me suis aussi donné les moyens, grâce à des personnes qui m'ont fait confiance, de gravir les échelons. D'accord. Kadia, donc tu as dit le mot, j'ai retenu, j'ai fait preuve d'audace. Il faut toujours faire preuve d'audace, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir la carrière dont vous rêvez, la carrière qui vous convient. On va passer à Ramada, qui n'est pas une spécialiste des ressources humaines. Ramada, tu es économiste gestionnaire, comme tu... Il faut un certain nombre il faut dépasser un certain nombre... Allô Ramada? Oui, tu m'entends? Oui, voilà. Oui. Donc, on va passer à Ramada. Tu es économiste gestionnaire. Tu n'es pas une spécialiste des ressources humaines, mais il est important que tu partages avec nos internautes les difficultés auxquelles tu as dû faire face en tant que jeune femme professionnelle avec une formation d'économiste quand tu as commencé ta carrière. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as dû faire face et comment est-ce que tu t'en es sorti et comment tu as pu gravir les échelons?
Oui, merci Amine. Merci aussi à Kadia qui nous a un peu relaté aussi son expérience. Donc, personnellement, s'il y a bien un enseignement que j'ai tiré de mes 15 années d'expérience professionnelle, c'est que vraiment, quel que soit notre âge ou niveau ou statut professionnel, nous pouvons toujours apprendre plus et se perfectionner. Donc, c'est ça même, en fait, le développement professionnel. Et donc, c'est une quête continue d'amélioration des compétences, d'acquisition de nouvelles connaissances, à tous les stades de notre carrière, en fait. Ça, c'est un apprentissage que j'ai gardé, c'est une leçon que j'ai tirée de toutes ces années d'expérience. Et donc, ce développement professionnel, moi, je dirais que là aussi, c'était un défi. C'est un défi, j'ai toujours cherché à me perfectionner. Donc, ça se réalise pour les gens de différentes façons. Hein. Je prends mon cas, j'ai cherché à acquérir des connaissances en technique de négociation, en langue. Bon, j'ai eu la chance de connaître déjà un peu l'anglais, mais là aussi, c'est un domaine où les gens cherchent beaucoup à se développer professionnellement. D'autres domaines tels que la gestion des gens, des personnes, etc. Donc, j'ai toujours vraiment cherché à me développer, à apprendre plus, à découvrir. J'étais très curieuse. Et donc, je dirais que les défis étaient nombreux. En tant que femme d'abord, et puis en tant que jeune, les défis étaient nombreux, le parcours était difficile. Je vais illustrer, donc, Amine, à travers peut-être un ou deux exemples, ces défis-là. Donc, un de mes premiers postes au Tchad de gestionnaire m'a permis d'expérimenter ces difficultés, c'est-à-dire que l'employeur n'avait pas tenu toutes ses promesses. Il y avait la période de pré-emploi et on vous dit ensuite, quand vous êtes retenu, qu'il y a certaines promesses, quoi, si vous êtes un employé modèle, etc. Alors, j'avais bien sûr la validation de ma hiérarchie, mais les promesses tardaient à être tenues. Donc, je suis allée voir une grande sœur. J'ai eu la chance de rencontrer cette dame. Je lui ai dit que voilà, je suis là. Je trouve que mon poste, le contenu du poste même n'était pas celui qui était censé être au départ. Je me tourne un peu les pouces. Je trouve que la société peut mieux m'exploiter, peut mieux m'utiliser. Je m'ennuie, je peux mieux faire. Et je compte parler à la hiérarchie. Qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, cette dame m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée tout le long de ma carrière. Elle m'a dit, écoute, Ramada, si tu ne vas pas le faire, sache que personne d'autre ne le fera à ta place. Tout le monde est occupé à défendre ses propres intérêts. Donc, si toi-même, si les jeunes ne cherchent pas à se vendre ou à défendre leurs propres intérêts, qui va le faire à leur place? Donc, c'était vraiment quelque chose que j'ai gardé. Je l'ai fait. J'ai eu gain de cause. Donc, on m'a accordé un peu tout ce qui était promis. Je ne cherchais pas vraiment une ascension hiérarchique. Hein. C'était vraiment juste d'avoir cet épanouissement professionnel au niveau où j'étais, au même niveau de poste. Et un autre exemple, c'est également dans une autre entreprise. J'avais en fait commencé dans le privé. C'était au tout début de ma carrière. C'était par rapport à l'éthique de travail. Là, je voulais vraiment partager cet exemple avec les jeunes qui nous écoutent. C'est-à-dire que l'éthique de travail, donc le sérieux que vous mettez dans votre travail, peut, en tout cas, c'est sûr et certain, sera votre plus grand défenseur, sera votre le plus grand promoteur en quelque sorte. C'est cette éthique de travail qui peut vous apporter du travail, plus de travail et plus de confiance. C'est-à-dire que là aussi, j'étais dans une situation un peu difficile. Alors, pour la première fois, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, j'ai obtenu gain de cause, mais là, j'ai démissionné, en fait. C'était un exemple où j'ai dû démissionner et on m'a collé une étiquette parce qu'en ce moment-là, c'était en 2008, la démission n'était pas dans notre culture, c'était pas quelque chose qui était commun au Tchad, en tout cas à N'Djamena. Et donc, j'ai dû démissionner parce que je ne me sentais pas bien et les conditions de travail n'étaient pas réunies. On me promettait, mais je ne voyais pas de visibilité carrière. Il n'y avait pas de visibilité carrière, il n'y avait pas de réel apprentissage.
le développement personnel n'était pas important pour cette société-là, alors que pour moi, ça l'était, etc. Donc, j'ai continué à faire mon travail de façon très consciencieuse. C'est là où je parle d'éthique de travail, alors que je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, si face au partenaire, je commence à me décourager, etc., la personne, l'œil externe, lui, il ne sait pas quelles sont tes conditions de travail, si elles sont optimales ou pas. On dira tout simplement que tu es incompétente. Mais je me suis forcée à continuer à faire mon travail de façon vraiment consciencieuse, malgré la difficulté interne. Et c'est en faisant ce travail tellement consciencieusement qu'une société partenaire s'est approchée de moi et m'a dit, en fait, on cherche des jeunes comme vous. Est-ce que vous êtes prêts à nous rejoindre, des jeunes volontaires, dynamiques, qui négocient, qui défendent bien leur position? Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Et là, je me suis dit vraiment, c'est mon éthique de travail, c'est le respect que j'avais pour le travail qui a payé, parce que je n'avais même pas le temps de vraiment chercher sur Internet. Parce que je me suis dit, quand j'aurai un peu de temps, je chercherai des offres sur Internet. Mais le travail que je faisais me prenait du temps et je voulais bien le faire, donc je n'avais même pas le temps. Et c'est vraiment mon éthique de travail qui a plaidé pour moi, qui m'a apporté un autre travail, une société d'ailleurs où le développement des jeunes cadres était très, très, très important. Il mettait un point d'honneur à cela. Il y avait un plan de carrière, il y avait une visibilité. Donc, vraiment, je conseille aux jeunes de vraiment respecter le travail. Même quand on se tourne le pouce, même quand ce que vous faites ne vous plaît pas, même quand les conditions ne sont pas optimales. Il faut respecter le travail, nous dit Ramada. Ramada, tu as dit quelque chose d'important, qu'il faut toujours se perfectionner, il faut être curieuse, et puis il faut avoir une excellente éthique de travail, il faut faire ce qu'on doit faire, il faut respecter son travail. Nous allons revenir sur ces questions tout à l'heure, chers internautes. J'aurai aussi 2-3 autres questions, à mon avis, très importantes, sur lesquelles nous devrons discuter avec nos invités. Nous allons passer maintenant à Anna Dior, qui est DRH à la BICEC, Banque internationale pour le commerce, pour le crédit et l'épargne au Cameroun, donc qui est 2e ou 3e plus grande banque camerounaise. Nous allons lui demander de se présenter et puis de partager aussi son expérience. Mais avant ça, je voudrais signaler que ce plateau, il se veut vraiment un plateau international. La semaine dernière, nous avions eu des intervenants, donc des panélistes qui étaient basés dans 4 pays, je crois. En Côte d'Ivoire, il y en avait 2, au Togo, ici en Afrique du Sud et puis en Éthiopie, avec 5 nationalités différentes. Et aujourd'hui, c'est pareil. Nous avons des panélistes donc, qui sont de 3 nationalités différentes. Il y a une tchadienne, Ramada, il y a une camerounaise, Anne, et il y a une franco-guinéenne qui est Kadia. Donc, vous voyez, nous essayons vraiment de faire l'effort d'être un plateau panafricain. Donc, je passe directement à Anna. Tu veux te présenter et puis parler un tout petit peu de ton expérience. Puis, je reviendrai tout à l'heure pour poser une question très spécifique à chacune d'entre vous, spécialement en tant que femme. Hein, les femmes rencontrent beaucoup de difficultés dans les organisations et dans les entreprises. J'aimerais bien qu'on discute de ça. Et puis ensuite, on prendra quelques questions que nos internautes sont déjà en train de poser. Donc, Anna, à toi. D'accord. OK. Bon, je ne vais pas forcément revenir sur mon parcours. Je pense que le plus important, ce que je pourrais partager en tout cas en termes d'expérience, je voudrais revenir sur ce que Kadia et Ramada ont dit et puis rajouter un dernier point. Donc, je pense qu'en termes d'évolution de carrière, c'est très important effectivement d'oser, d'avoir de l'audace et puis de saisir les opportunités qui peuvent se présenter. C'est aussi important d'avoir cette éthique de travail. Et surtout de travailler. J'ai même envie de dire que c'est le plus important quand on est en début de carrière. Il ne faut pas avoir peur de travailler, effectivement, de mettre les mains dans le cambouis, si je peux dire des choses. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on devient un expert. C'est-à-dire c'est à force de travailler, à force de répéter, qu'on crée cette expertise, cette discipline même de travail qui nous conduit, qui nous guide un petit peu tout au long de la carrière. Et puis, l'autre chose qui reste quand même importante, c'est la planification, je pense. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter et puis réfléchir à ce qu'on pense, ce qu'on rêve même à la limite pour soi. Et c'est le fait d'avoir pensé, planifié,
qui permet aussi de savoir dans quelle direction orienter ses efforts. Voilà, c'est-à-dire que clairement, moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'avais choisi le métier des ressources humaines dès l'université. Donc, c'est ce que j'ai étudié. J'ai fait des études de sciences sociales et ensuite de gestion des ressources humaines. Donc, par choix, je me suis orientée dans cette carrière-là avec l'idée, effectivement, d'être plus tard à de hautes fonctions dans ce domaine-là. Mais je veux dire, il y a 20 ans, il fallait bien commencer par finir ses études, il fallait bien faire des stages. Je n'ai pas hésité à m'engager même dans des projets à titre bénévole, à faire certains travaux bénévolement, juste parce que ça me permettait effectivement de rencontrer même des personnes, d'être à l'abord de personnes que j'admirais, qui étaient des professionnels du domaine. Donc, vraiment, je pense que si on peut résumer un conseil à donner aux jeunes, vraiment, c'est de se projeter, de visualiser un petit peu ce qu'on a envie de faire de sa carrière. Ensuite, bien entendu, de faire avec ce qu'on a comme élément, parce que je suis bien consciente, on est en Afrique. Dans nos pays, les opportunités ne se présentent pas tous les jours. Donc, aussi être capable de les saisir quand elles se présentent, être capable de s'ajuster. Ramada l'a dit tout à l'heure, parfois on est dans un environnement où on n'a pas forcément la possibilité de se développer autant qu'on le souhaiterait, mais en tirer parti tous les jours. C'est-à-dire que travailler, ne pas s'arrêter de travailler et puis toujours garder cette éthique, c'est très important, effectivement. Votre travail parlera toujours pour vous. Ça, c'est universel. Ça, toujours. Je veux dire que si il faut pouvoir se dire que demain, qu'est-ce que je souhaite qu'on dise de moi en tant que professionnel? Voilà. Si on cite mon nom, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je pense qu'il faut avoir cette idée-là en tête en permanence. Alors, merci beaucoup, Anna. C'est très bien. Tu l'as dit, il y a quelques éléments qui sont importants. L'un des premiers éléments, c'est la planification. Il faut toujours, à un moment, s'asseoir et puis planifier ce qu'on veut faire, y compris planifier ses rêves. J'ai bien aimé, en fait, cette expression. Et puis, comme tu l'as dit, il faut toujours commencer quelque part. On ne va pas tous commencer comme directeur de département ou directeur général. D'ailleurs, c'est même pas à conseiller. Si on veut être quelqu'un de compétent, et ça, je le dis à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, il vaut mieux toujours commencer là où on doit commencer quand on est jeune et quand on a été bien formé. C'est-à-dire, on commence par apprendre. Et c'est ainsi de suite, tout doucement, qu'on progresse. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus de gens, y compris des gens de ma génération, je dirais, pensent qu'il faut faire des pieds et des mains pour être bombardé immédiatement à des postes de responsabilité. Et puis après, quand ça ne marche pas, on va accuser les sorciers du village, on va accuser des cousins ou des cousines ou des tantes et des oncles, des grands-pères et des grands-mères qui ne nous faisaient pas du bien, apparemment. On va accuser le système, on oublie simplement que nous n'avons pas fait ce qu'il faut, c'est-à-dire commencer là où il faut avant de progresser. Donc, c'est important de planifier et c'est important de commencer quelque part. Voilà ce que je tire comme première conclusion ici. J'ai une question qui est une question, je dirais, un tout petit peu complexe dans l'environnement dans lequel nous vivons et travaillons, spécialement pour les femmes. Et j'aimerais vraiment que vous partagiez vos expériences en tant que femme leader. Vous avez fait d'excellentes études, vous avez de brillantes carrières en ce moment, vous servez d'exemple et d'inspiration très certainement pour des plus jeunes ou même des gens de votre génération qui aimeraient bien faire le genre de carrière que vous avez fait. Alors, la question est la suivante. Habituellement, quand une femme obtient une promotion, beaucoup de gens sont convaincus qu'elle a été promue, non pas pour ses mérites, mais plutôt parce qu'elle connaît quelqu'un ou elle est la copine de tel ou tel individu. Et ça met vraiment à mal le développement de la carrière des femmes. Et beaucoup de femmes sont dégoûtées et ne veulent même pas faire une carrière dans ce sens. Nous allons donc commencer directement par Kadia, qui est chasseur de tête, spécialiste des ressources humaines. D'abord, est-ce que tu as eu à faire face à ce genre de situation en tant que professionnel? Comment tu as géré ça? Et ensuite, quels conseils tu donnerais à tes sœurs? Kadia? Alors, oui. Alors, pour ma part, malgré la chance que j'ai pu avoir pour arriver à certains niveaux de responsabilité,
Je n'ai personnellement pas été confrontée à ce genre de situation, mais j'ai eu, à travers les expériences, à travers des personnes que j'ai pu côtoyer, ce genre de réflexion arriver, ce genre d'a priori. C'est vrai que les femmes, très souvent, n'ont pas l'impression qu'elles méritent finalement le poste, parce qu'on leur envoie une image, comme tu l'as dit, Amine, euh, des préjugés un peu dans l'inconscient, on va dire peut-être pas collectif, mais en tout cas, c'est des choses qu'on entend. On dit, bah, elle a eu ce poste parce qu'elle connaît effectivement quelqu'un, etc. Mais ce qui est fondamental, c'est que beaucoup de femmes manquent de confiance, c'est-à-dire manquent d'audace pour aller, par exemple, négocier une rémunération, demander une promotion, etc. Il y a des femmes brillantes qui ont fait des études extraordinaires, mais qui n'ont pas forcément cet ADN, comme les hommes pourront l'avoir, d'aller rechercher la promotion, d'aller négocier l'augmentation de salaire, etc. Donc il faut qu'elles osent vraiment aller demander, parce que parfois, pour certaines, elles sont peut-être même mieux formées ou même beaucoup plus capables que leurs congénères. Donc ça, c'est une vraie réalité de femmes qui ont du mal à aller chercher la promotion, etc. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises les actions qui sont menées en termes de diversité, en termes d'ouverture, promotion des femmes dans les boards. Donc, c'est des vrais sujets aujourd'hui qu'on constate dans des entreprises. Si on voit que ces sujets sont sur la table, c'est qu'effectivement, il y a un vrai gap. Donc, c'est quelque chose qu'il faut résoudre. Donc, oui, il faut que les femmes apprennent à prendre conscience, à prendre confiance en elles, justement, pour aller chercher la promotion. Ça, c'est indéniable. D'accord. Alors, donc, il faut que les femmes prennent conscience en elles-mêmes et qu'elles se battent pour aller chercher la promotion. Toutefois, nous vivons, encore une fois, je le répète, dans un environnement qui est extrêmement compliqué, c'est l'environnement patriarcal. Et quand les hommes font face à la concurrence des femmes, ils ont plutôt tendance à dénigrer le résultat de leur travail et à faire courir le bruit comme quoi elles ont été promues pour d'autres raisons que leur qualité professionnelle. Je vais poser cette question à Ramada. Est-ce que tu as eu à faire face à ce genre d'expérience, ce genre de problèmes? Comment tu as réagi et ensuite comment tu t'es battu pour que ça puisse changer, pour qu'on puisse comprendre que ce que tu as fait, tu l'as fait grâce à ton mérite, ton propre mérite intellectuel, la force de ton travail. Oui, Amine, bien sûr. Hein. Bien sûr, je pense que toutes les femmes, quasi toutes, hein, je pense, ont dû un jour ou l'autre être victimes de ce genre d'a priori, de préjugés, tout ça. Et c'est ça, ça fait partie de ces freins culturels, de ces discriminations dont souffrent les femmes. Et je pense que la meilleure façon de démentir tous ces a priori, c'est vraiment la preuve par l'exemple et par le travail. Moi si on me dit, ou si j'entends derrière moi qu'on me dit que oui, j'ai été promue ou j'ai été nommée parce que ceci, cela, eh bien, dans ma tête, tout ce que je me dis depuis le départ, depuis mon premier emploi, je me suis préparée à ça. Alors, je me suis dit, la seule façon de faire, c'est vraiment le travail. C'est de montrer ce dont tu es capable, c'est de faire tes preuves et voilà, et c'est tout. C'est la seule façon de clouer le bec à tous ces gens-là. Donc, il n'y a pas que ça comme a priori, il y en a plein d'autres. Et il n'y a que le travail qui montre que tu es là pour d'autres raisons. Tu es là parce que tu es une travailleuse, parce que tu es une bosseuse. Mais vraiment, ces choses-là pénalisent vraiment la confiance des femmes. D'accord. Ramada dit donc ce n'est que le résultat qui clouera le bec en fait de vos détracteurs, spécialement quand vous êtes une femme et vous faites un excellent travail que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître, peut-être par jalousie ou peut-être parce que ils vivent dans un environnement qui est extrêmement machiste. Je vais poser la même question à Anna Dior, donc, qui est DRH du groupe BICEC, Banque internationale pour le crédit et le commerce et l'épargne, pardon, au Cameroun, donc qui est DRH. Tu as certainement dû faire face à ce genre de situation. Tu as dû donner des conseils aux femmes pour leur permettre d'aller au-delà en fait, de ces considérations, de rester la tête haute, de vaincre leurs doutes, hein, comme le dit une des spectatrices, donc une des personnes, une des internautes qui nous regardent, Liliane Cohen, qui demande comment vaincre ses doutes en matière de développement personnel et donc professionnel.
je pense que ça rejoint cette question. En tant que DRH, premièrement, quelles sont les situations auxquelles tu as dû faire face en tant que professionnel toi-même, les situations auxquelles d'autres femmes ont dû faire face et tu as dû les conseiller, les coacher. Et ensuite, quel genre de mécanisme crois-tu que les organisations, les entreprises, les gouvernements, les associations doivent mettre en place, en œuvre, pour créer des conditions favorables, des conditions qui vont faire dire aux gens que quand une femme est promue, elle a été promue uniquement grâce à ses capacités intellectuelles et professionnelles, un peu comme on le fait pour les hommes. C'est rare qu'on dise qu'un homme, par exemple, a eu une promotion canapé. Mais pour les femmes, ces termes péjoratifs existent. Donc, en tant que DRH, femme, leader africaine, tu connais bien notre environnement. Quel conseil peux-tu donner? Vas-y, Anna. Alors, je vais d'abord pas être optimiste. Je vais d'abord commencer par une note un peu, j'ai envie de dire une note réaliste. Je veux dire, on ne peut pas empêcher les personnes de parler. Ça, je veux dire, en plus, dans nos sociétés, c'est culturel, cette vision-là, cette approche. Donc, le changement de mentalité est très long. Donc, pour moi, je préfère travailler sur les femmes. Je préfère travailler sur les personnes et sur comment elles peuvent réagir à ces différentes situations-là. Personnellement, oui, je ne peux pas mentir, effectivement, j'ai été victime victime. Il est arrivé qu'on fasse ce type de commentaires sur moi et notamment sur mon dernier poste. Je suis arrivée sur ce poste-là, j'étais une jeune femme de moins de 40 ans. Donc, bon, forcément, les commentaires sont allés bon train, mais je reste sur la même ligne de valeur que je me suis donnée dès le départ dans ma carrière, à savoir, je travaille. Donc, je veux dire, il n'y a pas de, je n'ai aucun doute sur mes capacités, sur ce que je suis capable de faire et d'apporter. Et c'est exactement le conseil que je donne. En tant que DRH, oui. Que doivent faire les organisations? Il y a pas mal de questions en fait que les internautes sont en train de poser. Je vais revenir sur les questions tout à l'heure, mais on aimerait avoir ton point de vue en tant que DRH. Que doivent faire les organisations pour lutter contre cet état d'esprit machiste? Oui, j'y venais, j'y venais. Donc, je disais, pour ce qui est de la confiance en elles des femmes, effectivement, c'est un élément sur lequel les organisations doivent travailler. C'est-à-dire accepter ce biais culturel-là et je ne veux pas dire ce handicap, mais cet élément-là qui fait que les femmes, en entrant en entreprise, elles ont cet handicap-là, je ne peux pas l'appeler autrement, du manque de confiance qu'elles peuvent avoir en elles et qu'ensuite la société leur renvoie. Donc, il faut effectivement travailler sur les femmes. Donc, avoir des mécanismes qui permettent de détecter rapidement les talents. Ça passe déjà par les dispositifs de gestion des talents, donc de détecter les talents et d'avoir des dispositifs aussi qui sont spécifiquement orientés vers les femmes. Moi, je n'ai pas peur de parler de faire un peu de favoritisme sur ce point-là, mais sans l'appeler ainsi, c'est juste de reconnaître que pour donner les mêmes chances à tout le monde, il faut aider un peu plus les femmes pour qu'elles soient au même pied d'égalité avec les hommes et pouvoir avancer au même rythme. Et d'autre part, l'autre mécanisme sur lequel on travaille en entreprise, c'est la tolérance zéro. C'est tout simplement, s'il est avéré des cas de harcèlement moral ou des cas de comportement déplacé, ne pas les laisser passer. Voilà, je pense que c'est ces deux, mais c'est les organisations aujourd'hui, voilà un petit peu les mécanismes. Donc, il faut savoir que tolérance zéro pour les comportements déviants, parce que avoir une vision de la société, c'est une chose, mais avoir des actes très concrets qui sont des actes de harcèlement ou des actes qui visent à empêcher la progression d'une personne, ça ne doit pas être toléré. Et puis d'autre part, travailler sur des mécanismes qui permettent aux femmes justement de prendre plus confiance en elles pour pouvoir déployer leurs capacités. Alors, merci beaucoup, Anna. Je pense que c'est une très bonne réponse. Je retiens vraiment mettre l'accent sur les mécanismes qui permettent aux femmes
de développer leurs capacités et puis avoir une tolérance zéro vis-à-vis de toutes les personnes qui font du harcèlement. Nous reviendrons sur ça. Il y a Fatih Hassan donc, qui nous suit, qui est intervenu ici sur le même plateau la semaine dernière et qui a pris le temps de faire un résumé de la plupart des questions que les internautes ont posées. J'aimerais revenir avec cette question, spécialement à Kadia Moisson. La première question, c'est comment dois-je identifier les compétences dont j'ai besoin et comment pourrais-je les développer afin de favoriser, d'améliorer mon parcours professionnel. Donc, je répète, comment puis-je identifier les compétences dont j'ai besoin? C'est une question qui est extrêmement importante, je dirais. La plupart des gens ne le savent pas. Ils pensent que c'est les entreprises qui vont devoir les aider. Mais en tant que professionnel, que penses-tu que les jeunes professionnels doivent faire pour identifier leurs propres compétences et compétences dont ils ont besoin? Kadia Moisson? Oui, c'est une question qui est très importante. À cette question, une réponse qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il faut qu'on apprenne à s'auto-évaluer. À s'auto-évaluer. Il y a aujourd'hui des outils qui existent, des outils digitaux pour faire sa propre évaluation. Cette propre évaluation, elle est nécessaire parce qu'elle va finalement permettre à l'individu, qu'il soit la femme ou l'homme, de pouvoir faire une monographie, si je puis dire ainsi, de ses points forts, de ses points faibles, et de pouvoir voir en fonction de ses capacités, comment elle finalement va se projeter dans l'avenir. Et tout ça en ayant comme fil conducteur son but ultime. Je ne sais plus si c'est Ramada qui a parlé de rêve tout à l'heure. C'est-à-dire, je rêve de devenir, je sais pas, je rêve de devenir DRH, etc., ou directeur comptable. Eh ben, je vais m'en donner les moyens. Je vais m'en donner les moyens. Donc, il faut d'abord s'auto-évaluer, je pense, pour avoir une conscience de soi-même, c'est se connaître soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable de faire, avoir une confiance, il y a effectivement des techniques pour acquérir cette confiance, ce que je suis capable de faire, etc., pour pouvoir identifier, en fonction du secteur qu'on aura déterminé, où je veux aller. Donc ça, pour moi, c'est fondamental de passer par cette étape d'auto-évaluation. D'accord. Alors, je réponds donc le micro cette fois-ci pour Anna. Ou bien tu veux ajouter quelque chose, Kadia? Pardon de t'avoir interrompu, vas-y. Oui, je disais que c'est une étape qui est fondamentale, de passer par cette première étape d'auto-évaluation pour pouvoir identifier quelles sont mes compétences aujourd'hui, qu'est-ce que les compétences que j'ai pu acquérir, etc. Quelles sont mes faiblesses, mes forces, quelle est la direction que je veux prendre. Donc, il y a aujourd'hui des coachs, des spécialistes, des outils digitaux qui nous permettent de pouvoir répondre à ces problématiques-là. D'accord, donc c'est parfait. Alors, il y a une question tout à l'heure, il y a un internaute qui est revenu qui pose une question directement à Anna. Anna, tu as dit tout à l'heure qu'à un moment, il faut s'arrêter pour faire un bilan et puis redéfinir ses rêves et ses priorités. Alors, l'internaute en question demande quel est ce moment et comment identifier ce moment? Ok. Alors, ce moment, je pense que ça doit être un rendez-vous régulier en réalité. Peut-être quand on commence à ressentir une certaine lassitude par rapport aux activités qu'on mène au quotidien, ou ça peut être en début d'année ou en fin d'année, au moment où on prend les bonnes résolutions pour l'année suivante. Ça peut être ce moment-là, mais j'aurais plutôt tendance à dire que ça doit être un point régulier, parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on sait si on est en train d'aller dans la bonne direction ou pas, et justement s'il y a lieu de corriger. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est-à-dire qu'à grandes étapes ou à façon régulière, ou à période régulière. D'accord. Alors, je voudrais répondre à une question ici directement d'une de nos internautes. C'est Honorine qui dit comment faire pour obtenir un poste pour lequel on exige au préalable
des années d'expérience, quand bien même on a de bonnes compétences. Souvent, on exige de l'expérience, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas une école pour l'expérience. Alors, Honorine, je vais certainement demander donc l'avis de notre panel, mais j'aimerais, je pense que c'est rare, hein, mais je peux quand même partager mon point de vue sur ça. Tu as bien dit, on exige des années d'expérience et nous avons les connaissances pour ça. Alors, il y a une différence entre expérience et connaissance. Donc, si le poste exige de l'expérience, les connaissances seules ne suffisent pas. Donc, il va falloir absolument acquérir cette expérience qui est requise ici. Maintenant, la question que tu dois te poser, ou plutôt l'astuce que moi je te conseille, c'est de tourner l'ensemble de tes expériences qui ont un lien avec l'expérience requise pour le poste en question, de les transformer en une histoire qui soit valable et qui peut être éventuellement entendue et acceptée par un recruteur. Par exemple, si tu sors d'école ou d'université et il y a un poste de comptable qui demande une expérience particulière dans, disons, la comptabilité des clients, donc comptabilité account payables, donc comptabilité des paiements, par exemple, et que tu as à peine 2 années d'expérience, il va falloir refaire peut-être ton CV et puis regarder tous les stages que tu as eu à effectuer, identifier à quel moment tu as eu à travailler dans ce domaine spécifique de la comptabilité et puis transformer ça en une histoire qui soit audible par un recruteur. Les connaissances seules ne suffisent pas. Donc, moi, je dis toujours aux gens, quand on me dit, ouais, on a les connaissances, mais non, il faut l'expérience, ça se construit. Et croyez-moi, ça prend du temps, mais il le faut. On a tous commencé quelque part. Après, il faut toujours utiliser l'ensemble de vos stages. La semaine dernière, je pense pas plutôt la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, nous avons fait une session spécifique sur comment faire son CV. Donc, je vais vous renvoyer à cette vidéo. Vous pourrez aller regarder comment faire votre CV, comment raconter une histoire qui tient la route. Mais je vais demander à propos de cette question à Kadia, donc, qui est recruteur, chasseur de tête. Quel est ton point de vue? Comment toi, qu'est-ce que tu répondrais à cet internaute? Alors, oui, j'ai pas tout compris, mais parce qu'à un moment donné, ça a coupé. Mais donc, la question, c'est qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Je n'ai pas entendu la question, en fait. Alors, la question que Ouais. notre internaute pose, hein, c'est souvent on voit des postes pour lesquels nous pensons avoir les compétences, les connaissances plutôt requises. Le poste demande beaucoup d'expérience et donc on ne peut pas y postuler. Or, tout le monde sait qu'il n'y a pas une école pour l'expérience. Donc, que doit-on faire à ce moment-là? Alors, c'est très simple. Déjà, quand on voit une offre d'emploi, on regarde déjà par rapport à ses compétences techniques, si on peut répondre à cette offre. Je prends par exemple un exemple tout simple. On demande un poste de responsable comptable. D'abord, la première chose, c'est que est-ce que j'ai déjà les compétences techniques, c'est-à-dire j'ai fait une formation, etc. Je maîtrise des techniques financières, de gestion comptable, etc. Les comptes de résultats, etc. Je les maîtrise parce que j'ai fait les études donc c'est vraiment mon savoir-faire. Est-ce que j'ai vraiment un savoir-faire Ça, c'est la première étape. Donc, j'ai étudié, etc. Donc, j'ai ce savoir-faire. Donc, quand vous êtes convaincu que vous avez ce savoir-faire parce que vous avez étudié, etc., il y a aussi l'expérience. Est-ce que j'ai eu une expérience, ne serait-ce qu'elle petite soit-elle, mais je me suis confrontée de manière j'ai appliqué la théorie à la pratique, donc j'ai une expérience que je peux valoriser. Mais vous pouvez très bien avoir une expérience d'une année ou de quelques mois, mais c'est là où va intervenir, quand vous êtes face à un examinateur, votre savoir-être. C'est la manière dont vous allez apporter tous les éléments constitutifs de votre être finalement, qui vont au-delà de l'expérience, qui vont au-delà du savoir-faire. C'est votre savoir-être. C'est qu'est-ce que vous allez apporter à cette fonction. Qu'est-ce que vous allez apporter comme contribution à la vie de l'entreprise. Comment vous allez mettre en valeur finalement vous-même, donc devant le recruteur. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc ne vous arrêtez pas juste, je n'ai pas d'expérience ou alors j'ai 6 mois d'expérience, ce poste, il n'est pas pour moi. Eh ben, il ne faut pas vous sous-estimer, il faut que vous ayez une véritable estime de vous-même et que vous osiez aller à l'entretien
À partir du moment où vous êtes convaincu d'avoir les compétences techniques pour pouvoir répondre à cette offre. Tout dépend effectivement de l'offre qui est en jeu. Mais c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, le savoir-être. Alors, donc, il y a une question qui est posée directement à Ramada. Chers internautes, je vous rappelle, on a donc 15 minutes à peine hein, qui nous restent. Nous essayons de maintenir ce programme pour 1 heure maximum, pour une très bonne raison. Je disais ça tout à l'heure aux membres du panel. Notre programme ne fait pas de politique, ne rentre pas dans la polémique. Et nous savons que quand on ne fait pas de politique, on ne rentre pas dans la polémique. On n'attire pas beaucoup de gens du coup. Et si on fait plus d'1 heure, vous allez vous ennuyer, vous allez partir. Nous voulons faire quelque chose d'utile. Donc, nous préférons garder ça pour 1 heure. Je sais qu'il y a des programmes qui parlent de politique, qui critiquent. Et généralement, ils ont des milliers de vues. Et les gens sont là en permanence, accrochés, scotchés pendant 6 voire 10 heures. C'est très bien. Nous, on essaie d'éviter ça. Je pense que ceux qui sont spécialisés dans la politique vont le faire. Donc, nous voulons faire quelque chose de différent. Alors, donc, la question est adressée directement à Ramada par un de nos internautes qui semble d'ailleurs te connaître, Ramada, que tu as eu la possibilité de travailler dans le privé et le public. Quelle différence fais-tu en termes de rigueur de travail, de ponctualité et puis de la qualité des résultats attendus? Et puis ensuite, on aura 10 minutes. Je vais revenir donc à chacune des panélistes pour vous poser une question et puis vous demander le mot de la fin, le conseil que vous allez donner à nos internautes. Ramada. Oui, oui, donc je dirais qu'il y a bien sûr, il y a des différences, comme il y a aussi des similitudes. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le privé vraiment apprend la rigueur, nous apprend beaucoup de rigueur qu'on ne trouve pas dans l'administration publique. La rigueur dans le travail, la gestion basée sur le résultat, la performance. Et donc ça, c'est vraiment ce qui fait défaut. Et dans ces cas-là, on ne sait pas, tant que le résultat n'est pas mis au cœur, ou la performance, comment voulez-vous réaliser vos objectifs? Voilà, donc ça, c'est vraiment le plus grand défaut, je dirais. Et à un moment donné, je pense qu'on a même parlé de recrutement dans la fonction publique. Fermez votre téléphone. Oui, oui, vas-y. Il faut éteindre ton téléphone, en fait. Oui, j'éloigne un peu mon téléphone. Oui. Mets-le sous silence. Réduis le haut-parleur. Oui. Vous m'avez entendu, là? Oui. Vas-y, oui, voilà. Donc, c'est ça. Pour résumer, je disais, c'est la rigueur, c'est les résultats, la performance, c'est toute cette rigueur-là qu'on a dans le privé, qu'on ne trouve pas dans l'administration, bien sûr. Et donc, quelqu'un qui a commencé dans le privé et qui rejoint l'administration publique, je dirais, il a un atout. Il a un atout de taille. Et parfois, il est même incompris parce qu'on a des réflexes qui sont peut-être pas compris par, je dirais, l'indolence qui caractérise un peu le secteur public. Mais bon, pourquoi ne pas essayer de voir aussi dans le public instaurer peut-être des systèmes… D'ailleurs, c'est le cas. Hein, on essaye d'instaurer des systèmes de gestion par la performance, les évaluations, etc. Donc, peut-être qu'on arrivera à ça. Et puis, il y a des pays où les recrutements se font aussi sur concours. Là aussi, je pense que c'est encore une fois les résultats et la performance qui sont au cœur des préoccupations. Mais pour le cas, en l'occurrence, le Tchad, ça, c'est la plus grande différence, la performance. C'est la performance donc, qui est la différence, nous dit Ramada. Je vais poser une question de la part d'un de nos internautes, hein, directement à Anna. Il nous reste désormais 10 minutes. Anna, un des internautes, je pense, l'un des internautes, donc Abakar Moussa, qui dit quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience dans un domaine et qui songe à réorienter sa carrière? Quels sont les conseils que tu pourrais lui donner en tant que DRH? Alors, une dizaine d'années d'expérience dans un domaine et
puis souhaite réorienter sa carrière. Alors, je dirais que c'est deux cas de figure. Soit c'est des domaines qui sont entre guillemets connexes et donc il aura déjà l'avantage de la connaissance de l'environnement, mais dans tout, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut pouvoir pour faire ce changement de carrière, qu'est-ce qui est attendu comme compétences, c'est-à-dire quelles sont les compétences techniques nécessaires pour exercer ce nouveau métier. Est-ce qu'il les a? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a pu développer dans sa carrière, donc déjà dans les 10 premières années d'expérience? Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, en étant professionnel des ressources humaines, en travaillant dans le domaine des ressources humaines, et puis surtout comme c'est une fonction qui a évolué ces dernières années, de plus en plus, on travaille aussi sur l'aspect très financier, par exemple, des questions RH, tout comme on peut aussi travailler sur des aspects de communication. Donc, ça veut dire que quelque part, en travaillant dans les ressources humaines, on a aussi acquis quelque part des compétences financières et puis des compétences en communication. Mais est-ce que c'est suffisant pour démarrer une carrière en communication? Non, mais ça donne déjà une base. Et donc, il faut pouvoir s'accompagner pour développer ces éléments-là. Donc, pour moi, c'est toujours une évaluation de qu'est-ce qui est demandé pour pouvoir faire cette passerelle-là. Quelles sont même les possibilités, quels sont les postes sur lesquels on pourrait partir, parce que quelqu'un, par exemple, qui a fait de la comptabilité pendant 10 ans, c'est peut-être moins évident pour lui de passer sur un poste de communicant en 1 an, par exemple. Ça peut lui demander 2 à 3 ans. Mais il faut effectivement se préparer à un changement de carrière en évaluant ce qu'il y a à apprendre, quel est le gap de connaissances que j'ai aujourd'hui et puis comment est-ce que je peux le résorber. Et puis, il y a aussi Oui, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on est obligé de… Vas-y, tu veux ajouter quelque chose avant que je… Je voulais dire que les associations professionnelles aussi sont des choses assez importantes et qu'on néglige un petit peu dans notre contexte, mais même s'il y en a de plus en plus. Donc, effectivement, être au contact de professionnels d'un domaine, ça permet aussi de développer plus rapidement ses compétences et aussi même de savoir ce qui est fondamental, quelles sont les bases, qu'est-ce qui est important de savoir et quels sont les éléments qui sont juste connexes pour pouvoir travailler. Donc, avoir ces échanges avec les professionnels du domaine. D'accord. Alors, je te remercie beaucoup, Anna, pour avoir répondu donc, de manière très claire à la question de notre internaute. Je pourrais ajouter à la suite de Anna que quand on veut changer de plan de carrière, hein, après avoir exercé dans un domaine spécifique pendant plusieurs années, il faut se préparer. Donc, pendant 18 mois, voire 2 ans, il faut créer des passerelles. C'est extrêmement important de créer des passerelles. Donc, commencez par créer des passerelles. Vous voulez passer de la finance aux ressources humaines, participer à des projets de ressources humaines au sein de votre organisation, commencer une formation en ressources humaines. Vous voulez passer de la communication au marketing, prenez des cours de marketing, participez à des projets marketing. Vous voulez passer d'un travail d'ingénieur, par exemple, de génie civil, à un travail de coordonnateur de projet. Participer à des projets spécifiques, commencer par faire une formation, faites pourquoi pas le PMP, Project Management Professional, donc créer des passerelles. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Créer des passerelles et au bout de 12 mois, voire 18 mois, vous allez pouvoir avoir une histoire à raconter et puis à partir de là, vous pourrez valablement postuler à un poste différent qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou ce que vous avez appris lors de vos études. Donc, c'est extrêmement important. Alors, chers internautes, il nous reste à peine 5 minutes et nous allons donc bientôt conclure. Nous vous remercions vraiment pour votre patience et nous remercions tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce moment-là. La semaine prochaine, donc le dimanche prochain, nous allons changer de thématique. Nous n'allons pas parler spécifiquement des ressources humaines. Nous allons parler plutôt d'emploi et de gestion d'entreprise, spécialement si on est promoteur d'une PME dans l'Afrique post-Covid. Donc, pendant le Covid est en train de passer, l'économie est en train de changer, le monde est en train de bouger. Que doivent faire les jeunes, les moins jeunes, ceux qui gèrent les entreprises, ceux qui ont une carrière
devant eux, celles aussi qui ont une carrière devant eux, comment se comporter, quels sont les défis qu'il faut relever, ce à quoi il faut faire attention, ce sur quoi vous pouvez compter, qui peut vous aider, etc., etc. Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec un panel la semaine prochaine. J'espère avoir donc dans ce panel quelques gros calibres hein, de l'économie, du développement, de l'éducation en Afrique. Je communiquerai sur leur nom une fois qu'ils auront accepté mon invitation. Alors, donc, je reviens à nos panélistes ici. J'aimerais donc vous demander de dire le mot de la fin pour notre émission, mais j'aimerais vraiment que vous mettiez un accent particulier sur ce que les femmes, hein, spécialement les femmes, parce qu'on sait que les femmes, elles souffrent énormément dans les entreprises et dans les organisations. Très peu de gens veulent reconnaître leur mérite. Quand elles reçoivent des promotions, beaucoup de gens se demandent pourquoi elles ont eu une promotion, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est extrêmement dommage. À la limite, c'est du racisme, en fait. Si vous voulez, pour moi, c'est du sexisme pur et dur. C'est quelque chose qui ne doit pas exister dans nos organisations ni dans nos entreprises. On doit lutter contre ça. Donc, en tant que femme leader professionnelle, vous connaissez exactement de quoi vous parlez dans vos domaines spécifiques, mais aussi à cause des expériences que vous avez vécues. Que serait votre mot de la fin pour mettre fin véritablement à ce sexisme qui n'a pas sa place dans nos vies de tous les jours, dans nos organisations, dans nos entreprises, dans nos rues, dans nos maisons. Donc, je vais commencer par Ramada, ensuite Kadia, et nous allons terminer par Anne. Ramada. Oui, merci Amine. Amine, vraiment, je te remercie de terminer justement par la question des femmes, parce que, comme tu l'as dit, les femmes souffrent énormément, que ce soit dans le privé ou le public. Et à titre d'exemple, moi, j'aime beaucoup parler par des exemples, illustrer par des exemples. Par exemple, quelque chose qui m'a marqué, mais qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est qu'un ami qui est aussi quelqu'un qui soutient beaucoup les femmes, comme on les appelle ici, les hommes engagés, qui m'a dit, tu présides des réunions, parfois il t'arrive de présider des réunions complètement masculines, c'est-à-dire aucune femme, et en tant que présidente de séance, n'oublie pas de sourire parce que quand même tu es une femme. N'oublie pas de sourire et n'engueule pas les hommes. Et même si quelqu'un dit quelque chose qui est déplacé, ne les engueule pas en réunion. Donc, c'est des conseils d'hommes mais qui me font sourire, mais qui me font comprendre que combien nous, les femmes, on souffre. Quoi. On doit prendre en compte toutes ces considérations-là, toutes ces pesanteurs-là. Donc, vraiment, beaucoup de faim culturel, beaucoup de discrimination. Je voudrais dire à mes sœurs de vraiment d'avoir confiance, de garder confiance, de ne pas laisser vaciller leur confiance, de se battre toujours pour cette confiance-là. C'est-à-dire que tous ces freins-là font que la confiance s'amenuise, mais dans ce monde aujourd'hui professionnel, il y a des dus. C'est-à-dire qu'il y a des dus pour les femmes que nous, femmes, nous considérons peut-être comme une faveur, tellement que nous n'avons plus confiance. Donc, il ne faut pas s'excuser d'être une femme. Il ne faut pas être désolé d'être une femme, au contraire. Et ce qu'on nous reproche souvent, c'est d'être vraiment la bonne élève. On a un peu peur de prendre des risques, on a peur de prendre des initiatives, on s'excuse beaucoup, on s'excuse pour tout. Non, on ne doit pas s'excuser. Je parle notamment de la volonté des femmes de concilier vie professionnelle et vie privée, donc cet équilibre. Ça, c'est un dû. C'est un dû et même les hommes aujourd'hui, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, le réclament de plus en plus. Hein. Il y a des études, récemment j'ai lu une étude sur LinkedIn où les hommes ont mis ce critère-là au top des critères, c'est-à-dire de pouvoir trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. L'épanouissement professionnel, c'est un peu ça aussi. Donc, je dirais à mes sœurs vraiment, ayez confiance. Ne vous excusez pas. Quand vous faites une erreur, bien sûr, excusez-vous, mais ne nous excusons pas tout le temps pour tout, parce qu'il y a beaucoup qui est dû aux femmes. Donc, voilà, et si je peux terminer, je dirais également aux femmes d'avoir une éthique de travail, vraiment de montrer que nous sommes capables de respecter le travail, comme je le disais tout à l'heure.
un travail acharné. Je dirais le congé de maternité, si c'est 3 mois, c'est 3 mois, c'est pas 3 mois et 1 jour, c'est pas 3 mois et 2 jours. Les heures d'allaitement, si c'est 2 heures, c'est 2 heures, si c'est 1 heure. Il faut que nous soyons aussi très rigoureuses dans certaines choses pour qu'on ne puisse pas dégrader encore plus l'image actuellement des femmes. Au Tchad, par exemple, on a eu cette chance que le chef de l'État nous a donné, le quota de 30%. Je pense que les femmes ont cette chance-là maintenant de saisir cette occasion pour nous propulser, mais en respectant le travail toujours. Bien sûr, il y aura toujours des cas où les femmes auront peut-être quelques complications, elles doivent être comprises, mais respectons le travail, ayons une éthique, ayons une rigueur. Et pour tout le monde, les jeunes, que ce soit hommes ou femmes, je recommande vraiment, vraiment de saisir toutes les possibilités actuelles de développement personnel, parce que ça vous permet de diversifier vos connaissances. Et quand on diversifie, on est polyvalent. Et quand on est polyvalent, on est indispensable. Donc, mon grand conseil quand on est indispensable, on va toujours le rester. Je vais passer donc rapidement à Kadia et puis ensuite Anna et nous allons conclure. Kadia, merci beaucoup Ramada. Oui, merci Ramada. Merci beaucoup Amine pour cette plateforme d'échange que tu as mis en place. C'est vraiment intéressant de nous donner la parole et je souhaite plein de succès à cette plateforme et qu'il y ait de nombreux sujets à débattre dans les prochaines semaines. Ramada a dit beaucoup de choses sur les femmes et la prise de confiance en soi. C'est vrai que c'est très important. Beaucoup de femmes, on est dans la difficulté à chaque fois de joindre les deux bouts. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit des bonnes mères, des bonnes femmes, et il faut qu'on soit en plus très très bien dans notre travail. On se met beaucoup, beaucoup, beaucoup la pression. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut, dans le cadre de son travail, il faut oser faire les choses. Il faut oser prendre l'initiative. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir de l'audace d'aller négocier son salaire. Quand on estime qu'on mérite une promotion, il faut oser défendre cela. Créer le dialogue avec son DRH, avec son N+1, etc. Donc, il ne faut pas avoir cette peur. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais à mes sœurs, que ce soit ici en France ou même sur le continent, c'est vraiment oser. Oser se former, se perfectionner. Vous voulez un poste, mais vous estimez ne pas avoir les compétences techniques. Formez-vous, gagnez en compétences, ce qui est fondamental. On a la chance d'avoir aujourd'hui des outils digitaux qui s'offrent à nous, donc il faut les saisir. Le Covid, cette période que nous avons connue, c'est partout dans les pays. C'est vrai que beaucoup de femmes ont témoigné. Moi, j'ai assisté à un webinar avec des femmes en Côte d'Ivoire où on témoignait justement sur comment j'allie ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ça a été un temps assez important où on se pose la question sur l'avenir, sur comment elles vont gérer leur carrière plus tard. Il y a certaines même qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'expérimenter autre chose. Donc, faites-le. Rapprochez-vous de vos réseaux, d'associations. Anna a parlé d'associations tout à l'heure, de gens qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous aider à avancer, à développer vos compétences ou à aller vers l'entrepreneuriat ou que sais-je. Donc, c'est vraiment prendre confiance et puis oser faire les choses. Ne plus avoir peur parce qu'on subit déjà pas mal de freins, comme l'a dit Ramada tout à l'heure. Donc, il faut aller au-delà. Il ne faut plus avoir peur. On mérite et puis on peut le faire. Une femme peut être mécanicienne, une femme peut être taximan. Aujourd'hui, c'est facile. Donc, il faut qu'on s'en donne les moyens et qu'on se rapproche d'autres personnes qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif. Voilà, il ne faut plus avoir peur. Merci beaucoup à Kadia. Et donc, nous allons laisser le mot de la fin à notre directrice des ressources humaines qui exerce en ce moment. Anna, ton mot de la fin. Alors, déjà, dans un premier temps, sur le développement et la gestion des carrières, et puis ensuite, spécifiquement, beaucoup plus spécifiquement, sur la question des femmes et de leur carrière. Quel est ton mot de la fin? Alors, je pense que Ramada et Kadia ont déjà dit beaucoup de choses qui rejoignent ma pensée. J'essaierai juste d'être synthétique en disant que la gestion de carrière, c'est vraiment c'est quelque chose d'individuel et c'est quelque chose qui doit aussi quelque part venir de notre instinct profond. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en main.
vraiment prendre en main de toutes les façons possibles. C'est prendre la main en n'hésitant pas, en osant, en se formant, en se rapprochant des personnes qui peuvent nous aider et qui peuvent nous accompagner. Donc, et effectivement, aujourd'hui, tous les outils, il y a Internet regorge vraiment de possibilités dans ce domaine-là. Je pense que cette prise en main-là, en matière de gestion de carrière, elle est vraiment importante parce que c'est vrai, en tant que DRH ou dans une organisation qui est bien structurée, on peut proposer des parcours, on peut proposer des passerelles d'une fonction à une autre, mais il reste quand même que c'est des individus et donc il faut le souhaiter, il faut le vouloir, il faut le dire, il faut le démontrer. Voilà ce que je pourrais dire sur la question de la gestion des carrières. Maintenant, pour ce qui est des femmes en particulier, là, je vais me placer plutôt de l'autre côté. Je ne vais pas me placer du côté des jeunes. J'ai envie de dire que dans l'audience aujourd'hui, il faut qu'en tant que femmes, nous soyons aussi cette main ou cette oreille bienveillante vis-à-vis des femmes de notre entourage et de ne pas hésiter à tendre la main, à accompagner, à donner le conseil, à porter le CV. Voilà, je pourrais dire ça. Je pense qu'avant ça, on a pas mal donné des conseils aux jeunes femmes de ne pas hésiter à aller frapper aux portes. Mais je dirais que si nous sommes derrière la porte, il faut donc l'ouvrir. Il faut ouvrir la porte justement pour ces jeunes femmes-là. Et ça, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Alors, merci beaucoup, Anna. Ça, c'est vraiment le mot de la fin. Nous devons absolument être ceux et celles qui tendent la main aux jeunes, mais aussi aux femmes, spécialement en matière de gestion et de développement de carrière. Et pour les femmes, beaucoup plus en particulier, nous devons nous assurer en tant que praticiens, praticiennes, en tant que professionnels, en tant que personnes qui peuvent véritablement apporter du changement, nous devons nous assurer que le changement lui-même arrive déjà dans notre façon de faire, notre façon de travailler, ensuite dans l'environnement dans lequel nous travaillons, et puis de manière beaucoup plus large. Changer de vocabulaire. Par exemple, moi, personnellement, je le partage avec vous. Je déteste, par exemple, cette expression quand vous arrivez quelque part et les gens disent les femmes d'abord, et avec un petit sourire narquois. Je trouve que c'est très irrespectueux, par exemple. Ou quand une personne disait à Ramada, tu es une femme, il faut sourire, ben, l'homme aussi, il est né avec des dents. D'accord? Donc, tout le monde a des dents pour sourire. Ce ne sont pas seulement les femmes. Mais pourquoi les femmes doivent avoir l'obligation de sourire aux hommes? Et les hommes doivent, non, absolument aucune obligation. Ça n'a pas de sens, c'est totalement irrespectueux, je dirais. Quelqu'un dirait aussi, bien entendu, que ça fait partie de notre culture. Eh bien, ça fait partie peut-être de notre ancienne culture, mais le monde a changé. Donc, le monde a changé. Les choses doivent aussi changer. Les hommes doivent changer, les organisations doivent changer. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, écoute, à chaque fois qu'on recrute une femme, il y a toujours des problèmes, donc il faut qu'on choisisse toujours la meilleure des femmes. Mais pourquoi on ne doit pas choisir les meilleurs des hommes? C'est pareil, on doit choisir aussi les meilleurs des hommes, pas les plus incompétents, et parce qu'ils sont nés hommes, on doit pouvoir les nommer, alors que pour les femmes, il faut toujours choisir la meilleure des femmes. Ça n'a absolument aucun sens. Et je me souviens dans une discussion, dans une autre vie, où notre patronne avait des difficultés et tout le monde disait ouais, c'est parce que c'est une femme. Et ma réponse était que bah, écoutez, c'est une femme, elle a des difficultés, d'accord, mais pendant 50 ans, les hommes n'ont pas eu de difficultés et vous êtes restés silencieux. Donc laissez les femmes aussi avoir des difficultés pendant 50 ans, faire des bêtises pendant 50 ans avant de venir parler. Donc je trouve que l'environnement doit changer, nous devons changer. Et pour ça, c'est vous, les internautes, c'est ce panel, toutes les personnes que nous invitons ici qui peuvent contribuer à ce changement. Donc, mesdames et messieurs, voilà tout pour ce soir. Je vous remercie encore une fois d'avoir passé tout ce temps avec nous. Ça a dépassé un tout petit peu d'une heure. Nous ne voulons pas vous ennuyer davantage. La semaine prochaine, nous allons revenir même heure, même endroit, avec un sujet différent. Je le répète, le sujet va tourner autour de la question en fait du recouvrement économique de nos pays et qu'est-ce que les jeunes entrepreneurs, femmes, hommes,
qu'est-ce que les jeunes professionnels peuvent faire et comment naviguer dans ce nouveau monde post-Covid en Afrique. Et j'espère bien avoir sur ces plateaux quelques noms. Donc, je vous remercie encore une fois. Je remercie les panélistes. Je remercie Kadia Masson, qui est basée à Paris, donc qui est directrice de développement Afrique au cabinet Alexandre Grant. Je remercie Ramada Ndiaye, qui est économiste, qui est en ce moment conseillère économique au ministère de l'Urbanisme au Tchad, qui a été anciennement directrice générale adjointe du ministère de l'Économie et du Plan. Et je remercie aussi Anne Dior Biali, Ngali, qui est actuellement DRH, directrice des ressources humaines à la Banque internationale pour le crédit et l'épargne au Cameroun. Et je vous remercie, vous aussi, et tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Je fais un petit coucou à Moussa, Mamad Moussa, qui me dit que ça fait 3 semaines qu'il me suit et que je lui dois des MB. Donc, écoute, voilà, merci à toutes et à tous, et à dimanche prochain. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Amine. Merci, au revoir.